à tous, bienvenue dans le podcast L'attachement en pratique, le premier podcast francophone entièrement dédié à la théorie de l'attachement et ses applications cliniques. Que vous soyez professionnel de santé mentale ou du social, ou simple curieux, ce podcast est pour vous si la théorie de l'attachement vous intéresse. Bonjour à tous et merci d'être avec nous et de nous écouter sur ce podcast. Je suis ravie de recevoir les nouveaux auditeurs et puis d'avoir ceux qui nous ont déjà suivis continuer à nous suivre. Je m'appelle Alexandra Després, je suis docteure en psychologie et vous le savez, je suis spécialiste de la théorie de l'attachement. Je vous invite aujourd'hui à suivre dans ce 3e épisode la fin de la discussion avec Daphna Lander sur les techniques que l'on peut utiliser qui sont attachement informé afin de faire coopérer les enfants qui ont du mal à s'investir dans les sessions thérapeutiques. Donc je vous laisse tout de suite pour cette dernière partie de cet entretien. À bientôt. Quelque chose peut-être là, il se sent mieux avec le monde, ou c'est une échappe, ou c'est quelque chose où c'est moins pénible pour lui de vivre dans ce monde. Je veux lui comprendre, c'est tout. Mm-hmm. Et il faut commencer avec. Et donc tu repars là sur une question. Alors déjà, tu vas accepter sa réponse, soit d'accord, le jeu, et puis tu vas faire tu vas utiliser l'empathie à nouveau pour savoir comment il se sent quand il joue, par exemple. Et puis, voilà, pourquoi c'est important finalement. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu qui est si important pour lui? Oui, et peut-être à un moment, il va dire que je ne sais pas. Il va dire je sais pas. C'est amusant. Oui. Et il n'y a aucun autre raison. C'est juste amusant. C'est tout. C'est juste une manière de passer le temps. OK. Alors, ça, déjà, on a un autre outil, tool, que l'enfant, quand déjà on parle, ça roule, mais il ne sait pas une raison plus profonde pourquoi il se comporte. Il veut éviter tout le monde et parler avec personne et juste être en ligne avec ses amis virtuels. Et il va dire quelque chose assez superficiel, comme parce que c'est amusant et j'ai rien autre à faire. Et OK. Alors là, inutile, c'est de dire OK, merci de m'avoir dit ça, dire ça. Tu sais quoi? C'est amusant. Et j'imagine peut-être il y a aussi des autres raisons que tu préfères jouer dans le Xbox en ligne avec tes amis virtuels. Je me demande quelles sont des autres raisons. OK, alors il va dire peut-être à toi, non, il n'y a pas des autres raisons. Ah, OK. Je vais me demander à moi-même, et peut-être si ce ne sont pas des raisons qui sont qui sont intéressants pour toi, peut-être tu me dis, c'est pas une raison pour moi. OK, mais je vais deviner. Alors deviner, d'abord c'est si un enfant te dit je ne sais pas, même si c'est je sais pas avec des épaules comme tu fais ça comme on dit cette gesture. Et quand tu lèves les épaules au ciel. Ouais, je sais pas. Tu dis toujours dire merci de m'avoir dit que tu sais pas. C'est OK de ne pas savoir. Merci de m'avoir dit ça. C'est complètement OK. Moi aussi, j'ai beaucoup de temps, je ne sais pas. Peut-être on peut essayer de deviner ensemble.
Oui, parce que sinon, tu réactives la honte tout le temps. Hein. Exactement, exactement. C'est ça une très bonne solution pour éviter la honte. Mm. Et même s'il n'a pas envie de entendre, il dit, OK, je m'en fous, hein, tu peux deviner, mais ouais. Tu dis, OK, je vais deviner, je vais essayer de me demander à moi-même, pourquoi un garçon de 13 ans n'a pas envie d'être avec les autres amis, juste des amis virtuels, il veut pas aller à l'école, il veut pas être avec ses parents, il, euh, il veut pas manger, dîner avec eux, il reste dans sa chambre pendant il préfère d'être tout seul dans sa chambre. OK. Alors, je me demande, et tu entends, Alexandra, que je parle à moi-même. Hein? Je dis pas, est-ce que c'est parce que Oui. tes parents parlent trop et tu n'aimes pas les entendre se aimer, oui, les entendre. Est-ce que c'est parce que tu as l'air que tu ne peux pas suivre les cours et peut-être tu es débordé par les cours des maths. Le travail. Ah, je veux pas. Alors, je me demande à moi-même. C'est pas comme je regarde même pas à lui tout droit dans les. Tu penses à voix haute, mais tu te parles à Oui. toi-même. Oui. Là, pour le coup, tu n'essayes pas d'être en interaction avec l'enfant. Oui, c'est super important de ne pas mettre la pression comme est-ce que tu peux dire oui ou non à cette question? Parce que là, il connaît déjà cette technique et il va dire non. Alors, si je le mets dans l'air, mais je veux pas demander si est-ce que c'est une raison. Alors, je vais me demander à moi-même en autre voix. Je me demande pourquoi. OK, peut-être c'est parce que les parents parlent trop et bavardent trop et c'est comme s'ils font des trous dans le cerveau avec tous les demandes qu'ils ont et toujours se plaint de toutes les choses pendant toute la journée et c'est vraiment ça, c'est pénible pour le cerveau. Mm-hmm. OK, et il va pas réagir. OK. Bon, je vais regarder, mais je vais pas dire, est-ce que c'est comme ça pour toi à la maison? Non, je vais pas faire ça. Je vais juste laisser tomber dans l'air. Ça peut tomber par terre. OK. Comme une bulle de savon. Comment? C'est comme si tu faisais une bulle de savon. Exactement. Et puis, hop, soit on l'attrape parce qu'elle est intéressante, soit on la laisse tomber par terre et c'est pas grave. Oui, exactement. C'est comme une boule de savon. Une autre dans le monde de garçons, pourquoi ça peut arriver qu'il préfère d'être dans sa chambre, ne pas aller à l'école et pas le rejoindre de la famille pour dîner. Et je peux imaginer 7 ou 10 hypothèses en ce qui concerne ce garçon-là. OK? C'est ce qu'on fait naturellement avec les tout petits. Oui. Quand tu as un bébé qui gazouille, ah, mais tu me racontes ta journée. Ah, tiens, là, t'as mal au ventre, tu as mal à la tête, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Tu es fatigué? C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on envoie des hypothèses et puis on voit qu'est-ce qui accroche. Oui, qu'est-ce qui accroche? Et parfois, c'est le non-verbal qui va nous signaler que ça va. Ça veut dire, il regarde au coin de la pièce, mais après, si tu devines quelque chose, il va te regarder pour un moment, pour réfléchir. Après, il va reprendre sa position de regarder ailleurs et de ne pas être, c'est comme s'il t'ignore. Mais en fait, il y avait un moment où les yeux ont changé. C'est qu'il réfléchit. Donc, ça peut être changement de direction du regard, changement de position du corps, l'enfant qui était agité, qui d'un seul coup se calme quelques secondes, Ouais. ou l'inverse.
d'ailleurs. Oui. L'enfant qui se cache d'un seul coup. Moi, je remarque aussi des petits qui, tu sais, il y a le parent qui est là et d'un seul coup, ils vont se coller aux parents Oui. parce qu'on a touché le truc. Ou alors, ils vont s'occuper, alors surtout les ados, hein, d'un seul coup, ils prennent leur téléphone parce que on va pas penser à ça. C'est le problème, donc on va pas. Ouais. Ah, c'est classique, oui. Donc, il y a toutes ces petites choses-là qui viennent nous donner un indice qu'on est sur la bonne voie. Oui. Et tu dis, ok, merci de m'avoir montré ça. Peut-être tu réfléchis de ça. Peut-être, hein, mais il faut pas presser et dire, oui, c'était ça. Tu peux me dire plus de ça, parce que peut-être il va. Et si tu dis, est-ce que tu peux dire, tu réfléchis de ça? Peut-être c'est intéressant pour toi. Ce que je disais. C'est bien, c'est OK de dire ça. Mais si peut-être il va pas répondre. Mm-hmm. Parce que il commence à réfléchir, mais il va pas dire, il va pas oser parce que c'est vraiment trop. Et c'est compliqué comme tâche. Oui. C'est quand même vraiment compliqué. Parce que ça va ouvrir quelque chose qu'il veut pas ouvrir. Il y a une bonne raison, il veut pas ouvrir. Mais moi, je dis souvent, c'est le moment où on est descendu dans la cave, on a trouvé la boîte dans laquelle il y a des monstres et on commence à regarder et bon, on n'a peut-être pas envie. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'il faut vraiment dans un très light touch, hein, sur ça. Ça veut dire toucher léger, par petites touches. Ouais, ils vont. Ce qui est, j'ai confiance quand il sort de votre salle dans votre cabinet, ça commence à bouger des choses dans leur tête. Dans leur tête, oui. Et si tu devines, ensemble, vous découvrez quelque chose qui est intéressant pour l'enfant, qui est vraiment, il y a vraiment un truc qui lui gêne beaucoup, ok? Que peut-être sa maman le critique tout le temps. Il dit pourquoi tu n'as pas mangé assez, pourquoi tu n'as pas metté le plat et les fourchettes dans le lave-vaisselle. Lave-vaisselle. Pourquoi et elle demande trop de questions et elle est super déçue de moi. Elle me parle toujours de comment elle s'était à l'école et est-ce que tu as fait des efforts. Peut-être il a dit que ouais, elle me gêne tout le temps avec tous ces questions, critiques. ces demandes, ces critiques. Oui, oui, peut-être on va découvrir ensemble quelque chose comme ça. C'est à ce moment-là, qu'il faut réfléchir. Peut-être on peut faire un dialogue entre le parent et l'enfant. Quand il faut préparer le parent de vraiment être dans une position d'écouter et de donner juste des messages d'acceptance et d'empathie à l'enfant, uniquement l'acceptance et l'empathie pour donner, pour ouvrir la conversation, la discussion entre eux. Et ça commence on parle d'une autre phase de la thérapie où il faut vraiment préparer les adultes. Ils vont dire pourquoi je dois accepter et dans l'empathie quand il fait des bêtises. Il va pas à l'école et quand il va à l'école, il essaye pas. Il rate les cours de maths et des cours de quoi blablabla. Il va pas aller à l'université et il va rater, il va échouer la vie. La vie. Alors pourquoi je dois d'être dans cette c'est pour ça il faut commencer à parler avec les adultes aussi de l'acceptance et l'empathie. Donc du coup, si je comprends bien, déjà dans tes sessions, tu as toujours le parent et l'enfant.
ton premier travail, hein, c'est vraiment te connecter à cet enfant d'une manière ou d'une autre, là où tu peux, là où il va prendre, puis de commencer à explorer avec tous tes outils d'acceptance, d'empathie, de curiosité, jusqu'à ce qu'on arrive à découvrir une boîte dans la cave avec peut-être un monstre à l'intérieur. Et simultanément, tu dois travailler avec le parent pour que lui puisse être dans une position suffisamment ouverte d'acceptance et pas de il faut qu'il change, il faut qu'il apprenne à obéir. On n'est pas dans la pédagogie en fait. Oui. Oh, il faut que je m'inquiète à ton futur. C'est toute la pression de qu'est-ce que les parents mettent sur et comme ça c'est une conversation pour un autre jour pour moi et toi, Alexandra, parce que le travail avec les parents, c'est absolument, c'est capital, c'est super important. Donc, il faudra probablement qu'on fasse un autre épisode sur comment tu travailles indépendamment quand tu prends en charge quand tes sessions qu'avec les parents, en fait. Oui. Pour les amener, eux aussi, à coopérer, finalement. Oui, parce que c'est vraiment, ça a pris 16 ans ou 14 ans pour créer ces dynamiques entre l'enfant et le parent. Et il faut vraiment essayer de reverser tout ça. Ça prend beaucoup de travail avec le parent. Et tu es d'accord que ce travail avec le parent, pour le coup, il doit se faire entre le thérapeute et le parent sans la présence de l'enfant? Oui. Moi, normalement, je fais des séances de parents une fois par mois, juste une séance pour l'enfant. Ça veut dire si je fais la thérapie, les séances thérapeutiques avec les familles, je vais faire des rendez-vous avec l'enfant et les parents 3 fois. Ça veut dire 3 semaines en séquence et après une séance avec les parents eux-mêmes pour parler de ce qui se passait les séances avant. D'accord. OK? Oui, parce que normalement, il y a vraiment beaucoup de choses qu'il faut de préciser ou de reprendre pour c'est comme si on devait les former à la thérapie, en fait. Oui. Un peu. Et oui, peut-être faire un peu un jeu de rôle avec les parents où ils vont être leur enfant et je vais répondre avec l'acceptance et l'empathie et la curiosité et pour qu'ils puissent sentir comment c'est d'être répondu dans une manière différente. Et après, on va parler et discuter comment c'était pour eux. Et on fait la reverse. Ça veut dire, moi, je vais être son fils et eux, ils vont être eux-mêmes en essayant d'être acceptés, empathiques. D'accord. Et alors, dans toute cette approche, qu'est-ce qui est pour toi en tant que thérapeute et qui pourrait être pour d'autres thérapeutes le plus difficile? Quels sont les pièges en fait? Pour les thérapeutes ou pour les... OK. Pour les thérapeutes. Parce que je pense à moi. Je sais que quand je suis un peu stressée ou pas confortable, je vais vite devenir un peu professeur, tu vois, un peu prof de fac. Parce que c'est une position qui me rassure. Et donc, je vois bien, je me vois bien si je me sens en difficulté, je me vois bien donner des cours de comment il faudrait être ou quoi. Enfin, exactement. C'est pour ça que je me dis, il doit y avoir des pièges en fonction de où sont nos vulnérabilités, nous, en tant que personne, en tant que thérapeute, pour avoir probablement la position d'acceptance qui serait le plus difficile pour moi dans un premier temps. Après, une fois que cette phase-là, je pense que le reste, c'est bon.
Oui, oui. Déjà, tu disais que une des premières, des pièges plus importants, plus signifiantes, c'est que si on a le sens d'être rejeté ou mal à l'aise parce que ça marche pas, on commence d'être trop cerebral dans la tête, expliquer des choses ou dire c'est la faute, c'est ta faute, c'est la faute de votre fils, c'est pas ma faute. Hein. Moi, je suis super professionnelle, je sais ce que je fais, moi. Mais vous, votre famille n'est pas prête pour. Ouais, je pense pas que je dirais des choses comme ça. Par contre, je pense que je me renfermerais. Ok, toi, ok. Moi. Mais Ça dépend après des gens, hein, bien sûr, mais. oui, oui, oui. Ok, c'est comme je deviens trop distant, professionnel, j'explique trop. Alors, Je me vois bien, tu vois, je me vois bien sortir un questionnaire à ce moment-là. Ah, chouette. Ah, tu es mignonne, toi, avec tes questionnaires. L'autre chose, c'est d'être trop cérébral et de pas jouer. Ça veut dire, j'ai pris, je pense que c'est mieux de prendre un ballon et de jouer avec un ballon moi-même en face de l'enfant au lieu de commencer à lui expliquer comment le cerveau d'un adolescent marche et pourquoi des choses cérébrales, ça c'est quelque chose qu'on peut vraiment tomber. Alors, je vous conseille d'être plus jouant. Alors après, mon truc, mais ça je l'ai appris avec le thérapie, puis je l'ai appris avec toi, c'est-à-dire que maintenant je reconnais, je pense, les moments où je vais me mettre dans ma coquille parce que je me sens en difficulté. Et donc, j'ai toujours un sac avec des plumes dans mon tiroir. Bravo, bravo. Quand je ne sais pas quoi faire, je sors ma plume et je dis, OK, on va faire un jeu là, parce qu'on a tous besoin de s'amuser. Et hop, parce que c'est un peu mon des mécoms, c'est ma petite technique par défaut quand je me sens que je suis en train de me paralyser et de ne pas avoir les bonnes choses. Peut-être c'est bien pour nos auditeurs de se trouver une petite technique comme ça où ils apprennent à reconnaître le moment où ils sont en train de se rigidifier, de mettre leur carapace. Alors, j'ai une collègue qui travaille avec les adultes, quand elle sent ça, elle se met debout, elle va se chercher un thé et elle en propose un à son patient. Parce que ça lui permet de remettre le corps en mouvement. Donc, il y a peut-être des petites choses comme ça à trouver. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Très bien, c'est super. Aussi, le thé, c'est parce que quand on boit, quand on a quelque chose dans les mains, et on boit et swallow. Qu'on avale. Oui, c'est très calmant et on a quelque chose à faire, à tenir. C'est super basique. Alors, c'est pour ça que j'offre à mes ados et tout le monde à boire et à manger quelque chose, même si c'est pour les ados, pour les enfants, c'est un goûter pour comme des je ne sais pas, les petites. Oui, des petits raisins secs ou des pommes séchées, des choses comme ça, ou des petits gâteaux. Oui. Et quelque chose à boire. Mais c'est très très bonne idée, c'est très calmant. Mais jouer quelque chose, c'est aussi important et de dire, OK, on va pas découvrir, trouver des solutions tout à la fois, mais ça va, je sais. C'est que si tu as des comportements, des problèmes que tes parents n'aiment pas, sont pas contents, le prof ne sont pas contents. Ces comportements, ils ont une raison. Il y a je ne sais pas comment on dit en français. There's a wisdom behind your behaviors. Il y a une sagesse derrière chaque comportement. Il y a une sagesse. Oui. Non, c'est pas à cause du fait que c'est pas parce que tu es bête, tu es stupide, tu es fou. C'est pas ça.
il faut continuer à découvrir, chercher, penser ensemble. Donc ça peut être aussi le moyen de fermer ta session. Oui. Par exemple, tu vois, tu as ton heure qui est passée, on n'a pas beaucoup avancé. On peut clôturer en disant, OK, on va continuer en fait. Même si on n'a pas trouvé aujourd'hui, on en trouvera la prochaine fois. Et en tout cas, si ces comportements sont là, c'est pas parce que tu es bête, que tu es fou, que tu es méchant. Il y a quelque chose, on va continuer à chercher. Et tu reviens la semaine prochaine. Exactement. Et on peut même dire à la fin, et tu sais quoi, gars, garçon, mec, je t'admire. Je vois des choses comme tu es assez courageux. Tu es courageux de prendre cette position parce que tu veux dire quelque chose à quelqu'un et c'est important. Et je ne sais pas c'est quoi, mais je t'admire parce que tu essaies de dire quelque chose d'important. Et ça, c'est super choquant à un enfant. Il va dire, quoi? Tu m'admires? Tu penses que je suis courageux? Quoi? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle théoriquement contrer les modèles internes opérants. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, tout ce qu'on vient de discuter là, c'est vraiment comment on fait concrètement, réellement, dans l'interaction, pour utiliser ce qu'on sait du lien et de la théorie de l'attachement pour amener les enfants, les adolescents ou même les adultes. Ils se sont tellement défendus, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont des comportements qu'ils ne comprennent pas et qui sont difficiles. Exactement. Si tu es d'accord avec moi, Daphna, on lit beaucoup de choses sur la théorie de l'attachement, on lit beaucoup de trucs théoriques, mais finalement, il n'y a pas grand monde qui nous explique le comment pratiquement on fait. Exactement. C'est pour ça que au début de mon carrière de professionnelle, je pensais que je vais quitter la profession. Heureusement que tu es tombée. Oui, mais il y a beaucoup de professionnels là dans le monde francophone qui cherchent des outils. Ils existent. Et en tout cas, notre travail, oui. C'est super parce que d'abord, c'est super tout ce que tu as partagé aujourd'hui avec nous. Merci. Et puis, c'est super parce qu'on fera un deuxième épisode pour les parents. Oui. Et en plus, on va faire des workshops dans le futur. Alors voilà, c'est ça. Je voulais te demander quoi tes projets et puis qu'est-ce que c'est tes projets avec nous en France, un petit peu en France. Alors là, on a un programme qui nous offre ensemble, toi et moi, qui s'appelle Technique de thérapie familiale informée de l'attachement. Oui. Et c'est toi et moi ensemble, c'est 4 séances de, je pense, 2h30 ou quelque chose comme ça. Ouais, on va retravailler un petit peu la structure de cette formation, mais oui, il y a des bases théoriques, il y a surtout des dimensions pratiques qui sont partagées et des vidéos que tu nous montres de travail, comment on peut analyser les choses. Donc, alors, oui, alors toutes les choses que l'on a parlé aujourd'hui, on va parler dans une manière plus profonde, mais ça va aussi, on va parler de la côté de la joueur playfulness. Oui, de l'utilisation du jeu, en fait. De jeu, l'humeur, le mouvement, le corps, le toucher. En lien avec les neurosciences, on est bien d'accord. C'est tout, comment comprendre, comment créer le processus de sécurité dans le corps pour permettre l'exploration grâce au jeu. Exactement, oui. Alors, là, ce programme, c'est vous offrez sur votre Imagogi site. Le site d'Imagogi, mais on mettra les liens dans la description du podcast.
Et puis, est-ce que toi, tu as d'autres projets actuellement? Tu m'avais dit que tu écrivais un nouveau livre. Un nouveau livre qui est juste sur ce sujet de créer un système de thérapie qui est sur la base d'attachement, mais qui est très concrète avec j'offre c'est pas une recette, mais c'est vraiment des choses très concrètes et spécifiques pour faire que les séances, votre pratique serait basée sur l'attachement. Et ce livre, c'est en train d'être écrit, mais ça va être en place à 2023. D'accord, ok. Et alors, pour finir notre entretien, j'ai toujours une petite question que je pose à tous les invités. Si tu devais conseiller un livre à nos auditeurs, quelque chose qui les met sur la bonne voie en ce qui concerne les pratiques attachement, qu'est-ce que tu conseillerais comme livre? Le livre que je pense est important et ça s'appelle Becoming Attached. Robert Karen. Et je ne sais pas si c'est en français. Je crois pas. Je l'ai lu. C'est tragique. Je vais voir s'il a été traduit, mais je pense pas. Mais de toute façon, moi, je mettrai le lien pour les gens qui ont envie quand même d'aller voir en anglais. Je l'ai lu, ce livre, il y a quelques années. Je suis restée accrochée au livre comme ça. C'est un très, très bon livre. Oui, parce que ça explique toutes les choses en ce qui concerne l'attachement, même les enfants et les adultes, et dans une manière de très personnelle. Super, c'est comme si chaque chapitre c'est une histoire. Et il m'a fait vraiment ranger des choses dans la tête d'une manière très importante, et je cherche toujours ce livre. Je reprends ce livre. Oui, ça fait partie des livres fondamentaux, hein, de base, qui vraiment permettent de bien conceptualiser ce que c'est que l'attachement. Bon, merci Daphna. Merci à toi, Alexandra. C'est super. C'est très pleasant, hein? Comment dit-on? Agréable. C'est super agréable de parler avec toi parce qu'on partage le même cerveau en ce qui concerne l'attachement et les choses pratiques d'attachement. Alors, oui, merci à toi. Pareil de mon côté. Merci, Daphna. Alors, nous en avons fini avec cet entretien avec Daphna Lander. J'espère que ça vous a intéressé, que ça a ouvert votre curiosité sur ces pratiques attachement informé très concrètes pour la psychothérapie, la prise en charge thérapeutique des enfants notamment. J'essaierai rapidement d'organiser un podcast avec Daphna. Alors là, pour le coup, sur le côté parental, c'est-à-dire comment faire coopérer des parents qui sont en difficulté aussi avec leurs enfants et qui sont peut-être un peu défensifs aussi dans les sessions thérapeutiques quand on fait des suggestions d'acceptation des comportements de l'enfant et puis d'empathie, de curiosité, enfin toutes ces choses qu'on connaît assez bien, je pense, quand on travaille avec les familles. En tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés. Évidemment, vous pouvez toujours vous connecter sur la communauté pour pouvoir venir poser des questions, le cas échéant, sur les forums spécifiquement dédiés au podcast. Soit moi j'y répondrai, soit d'autres collègues y répondront qui sont déjà sur la communauté et puis qui ont fait la formation avec Daphna, soit Daphna, je pourrais lui transmettre les questions évidemment, elle se fera un plaisir aussi d'y répondre. Et puis si vous avez envie aussi, si vous êtes un peu curieux, si
si vous en avez la capacité, je vais vous mettre les liens des livres en anglais, le lien vers le site de Daphna pour pouvoir vous tenir informé de ses activités, et puis le lien vers le site d'Humagogie pour ceux qui seraient intéressés à aller un peu plus loin dans la formation avec Daphna et moi. Voilà, merci de votre attention, de votre écoute, et puis à bientôt pour un prochain épisode qui sera, je pense, là sur l'utilisation de la vidéo pour travailler les interactions précoces. À bientôt.